Au Mozambique, les forces de sécurité pourraient avoir éliminé les chefs du groupe islamiste qui sème la terreur depuis 2 ans et demi dans l'extrême nord du pays. Le président Filipe Nyusi semble convaincu. Boko Haram reste très actif au Niger. La secte islamiste multiplie ses attaques dans les régions. Dans le seul mois de mai, les éléments du groupe ont frappé à 4 reprises la ville de Difa, frontalière du En RDC, l'autopsie du juge qui présidait jusqu'ici les audiences de Vital Kamerhe de ses co-accusés est toujours en attente. Raphaël Nyani Ovungu est mort dans la nuit du mercredi 27 mai dernier. C'est là les grands titres développés au cours de cette édition. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue. Le groupe Boko Haram reste très actif au Niger. La secte islamiste multiplie ses attaques dans les régions. Dans le seul mois de mai, par exemple, les éléments du groupe ont frappé à 4 reprises la ville de Difa, frontalière du Nigeria. Difa, la capitale régionale de 200 000 habitants, située à la frontière avec le Nigeria, a été attaquée à plusieurs reprises en mai, alors que 12 soldats nigériens au moins ont été tués dans l'attaque du poste Blabrine au nord-est, proche du Tchad. Habitants et autorités sur place ne distinguent pas Boko Haram de l'État islamique en Afrique de l'Ouest, issu d'une scission de Boko Haram et parlent indifféremment du groupe. Mais la propagande djihadiste fonctionne à plein, notamment après l'attaque de Douchi, pont d'entrée à 10 km de Difa. Une vidéo du groupe de l'État islamique en Afrique de l'Ouest montre des insurgés s'emparer au milieu de tirs nourris d'un camp de l'armée nigérienne, mettant la main sur des véhicules et des stocks d'armement. La vidéo se termine par un combattant tirant sur un soldat inanimé au sol. Les images ont fait peur. Si le pont tombe, qu'est-ce qui va se passer, s'inquiète un journaliste local. Les habitants vivent avec la menace depuis 2015 et les premières attaques des islamistes nigérians de Boko Haram sur le sol nigérien. Après des années de combats incessants, la situation avait connu une accalmie au cours des 8 mois avec 3 attaques seulement contre l'armée. Le Tchad avait récemment lancé une offensive pour venger la mort d'une centaine de ses soldats tués sur la presque île de Booma, plus lourde pète jamais enregistrée par le Tchad. N'Djamena a affirmé avoir tué 1000 combattants et chassé les djihadistes de son sol. Les forces de sécurité du Mozambique pourraient avoir éliminé les chefs du groupe islamiste qui sème la terreur depuis 2 ans et demi dans l'extrême nord du pays. C'est ce que croit savoir le président Filipe Nyusi quelques jours après une attaque djihadiste d'envergure dans la région. Des images amateurs montrent les dégâts dans la petite ville de Macomia, au nord du Mozambique, après une attaque menée par des insurgés djihadistes le 28 mai. Nous possédons des informations selon lesquelles des officiels supérieurs que nous pouvons considérer comme les chefs de ce groupe ont été abattus, mais les forces de défense et de sécurité le confirmeront au moment opportun, a déclaré le président Filipe Nyusi dans une interview à la chaîne de télévision publique. Les djihadistes ont envahi dans la nuit de mercredi à jeudi la ville de Macomia qui compte plusieurs milliers d'habitants et contraint à la fuite la population et les forces de sécurité, a précisé sous couvert d'anonymat à l'AFP un policier stationné sur place. Des bâtiments publics de Macomia ont été détruits et le réseau téléphonique local coupé selon les rares informations collectées par ce policier qui a fui la ville. Depuis octobre 2017, des groupes islamistes désignés sous le nom d'Al-Shabaab opèrent dans la province du Cabo Delgado, frontalière de la Tanzanie et riche en gisements gaziers sous-marins. Ces 2 derniers mois, les djihadistes se sont enradis, intensifiant leurs attaques en détruisant des infrastructures importantes comme les bâtiments du siège du gouvernement ou des agences bancaires. Les violences dans le Cabo Delgado depuis fin 2017 ont fait plus de 1100 morts, dont 700 civils, a recensé une ONG. Elles ont provoqué le déplacement d'au moins 150 000 personnes selon les autorités. Depuis plusieurs mois, le groupe État islamique revendique la plupart de ces opérations. Malgré les promesses de Filipe Nyusi, l'armée et la police mozambicaine se sont jusque-là montrés incapables de ramener l'ordre, malgré la multiplication récente de leurs opérations conduites avec le soutien de compagnies militaires privées. La semaine dernière, le Mozambique a officiellement appelé ses voisins d'Afrique australe à lui venir en aide.
Au Soudan, les autorités de transition sont engagées dans le recouvrement des biens mal acquis de l'ex-président Omar el-Béchir et de son entourage. Mais les experts estiment que ce serait donc très difficile de récupérer ces avoirs. Le Soudan est engagé dans le difficile recouvrement des biens mal acquis de l'ex-président Béchir. Les premières estimations indiquent que la valeur des biens fonciers et immobiliers illégalement acquis par les hommes de l'ancien régime soudanais oscille entre 3,5 et 4 milliards de dollars, soit 3,1 à 3,6 milliards d'euros. C'est ce qu'a estimé Salah Mana, porte-parole du comité de lutte contre la corruption, qui a entamé ses travaux en décembre. Ce n'est que la partie émergée de l'iceberg, a-t-il précisé en ajoutant que le comité qui travaille sous la houlette du gouvernement militaro-civil mis en place en août 2019 n'avait pas encore pu mettre la main sur les liquidités. Selon une source proche du dossier, le comité anticorruption a reçu une grande quantité de documents transférés dans 3 camions qui seront scrupuleusement étudiés. Depuis sa création, l'organe a saisi des hôtels, des centres commerciaux, des exploitations agricoles et des centaines de biens immobiliers mal acquis par l'ex-président et son entourage, dont ses anciens ministres des Affaires étrangères et de la Défense, Ali Karti et Abdelrahim Mohamed Hussein. Néanmoins, face à la difficulté d'estimer la valeur des avoirs détournés, le comité fera appel à des experts internationaux avant de les restituer à l'État, a précisé Salah Mana. Arrivé au pouvoir en 1989 après un coup d'État, Omar el-Béchir a été déposé par l'armée en avril 2019 après 4 mois de manifestations populaires déclenchées par le triplement du prix du pain. Condamné en décembre à 2 ans d'emprisonnement pour corruption, l'ancien autocrate est aujourd'hui détenu dans la prison de Kober à Khartoum. En République démocratique du Congo, l'autopsie du juge qui présidait jusqu'ici les audiences de Vital Kamerhe et ses co-accusés est toujours en attente. Raphaël Kani est, rappelons-nous, décédé subtilement dans la nuit de mardi au mercredi 27 mai 2020. Alors qu'il présidait les audiences de Vital Kamerhe et ses co-accusés, le juge Raphaël Yanyi Ovungu est mort subitement dans la nuit de mardi au mercredi 27 mai. Sur les réseaux sociaux et certains médias, la piste de l'empoisonnement était évoquée, mais la justice congolaise attend les résultats d'examens complémentaires. Selon une source proche de l'enquête, il est trop tôt pour parler d'un assassinat par empoisonnement et ce sera à la justice de qualifier ce qui est arrivé au juge Nyayi. Par ailleurs, l'autopsie a bien eu lieu vendredi dernier et une équipe de médecins légistes congolais a fait ses premières observations, un rapport préliminaire et a surtout demandé des examens complémentaires, notamment des examens toxicologiques sur base de prélèvements effectués sur le corps du défunt. Ces examens se feront dans un laboratoire au Congo, assure une source proche de l'enquête. Mais pour avoir les résultats, il faudra sans doute encore attendre, peut-être même plus de 15 jours. C'est ce qu'a réussi à arracher au magistrat instructeur un groupe d'avocats qui s'est présenté au nom de la famille. La famille du juge Nyayi avait demandé formellement une autopsie au vu du caractère très soudain de cette mort et dit aujourd'hui attendre d'être convoqué officiellement par le procureur pour en connaître les résultats.
En Tanzanie, les universités et les lycées ont rouvert également leurs portes malgré un manque de clarté sur l'évolution du coronavirus. Aucun chiffre n'étant plus disponible depuis le mois d'avril sur décision du gouvernement. Si certains étudiants se réjouissent de la rentrée pour poursuivre leurs études, d'autres par contre demandent au gouvernement de vérifier que les mesures de protection contre le virus sont suffisamment au point. On fait le point à travers ce reportage. Les cours ont repris ce lundi dans les universités de Tanzanie et des dizaines de campus ont rouvert dans tout le pays après 2 mois et demi de fermeture afin de lutter contre la propagation du nouveau coronavirus. De nouvelles installations pour se laver les mains étaient ponctuellement utilisées par les étudiants sur le campus de l'université de Dar es Salaam, mais les amphithéâtres étaient bondés sans respect des distances de sécurité. L'université de Dar es Salaam a rouvert ses portes à compter d'aujourd'hui et nous avons commencé les cours car nous avons pris des dispositions adéquates pour garantir que nous menons nos activités tout en respectant les mesures prescrites pour prévenir la propagation du Covid-19. Je suis très enthousiaste car c'est après une longue période de confinement pendant laquelle nous n'avons pas assisté aux cours. Et malgré la maladie, nous ne pouvons pas poursuivre avec le confinement. Nous devons poursuivre notre éducation. Nous devons atteindre nos objectifs à temps. Malgré l'ouverture de lycées et d'universités par notre gouvernement, je les exhorte encore à assurer un suivi étroit avec toutes les universités pour s'assurer que les étudiants et l'administration respectent les mesures de prévention du Covid-19 afin de pouvoir gagner la bataille contre le virus. Le président tanzanien John Magufuli a constamment nié la gravité de la pandémie due au coronavirus et son gouvernement n'a plus donné de chiffres relatifs à l'épidémie depuis le 29 avril dernier, soit 480 contaminations, dont 16 décès à cette date. Selon le gouvernement, cette décision de ne plus donner de chiffres sur l'évolution de l'épidémie a été prise pour éviter de semer la panique dans la population. L'opposition tanzanienne, plusieurs pays étrangers et des militants de la société civile ont critiqué la Tanzanie pour son choix de ne plus diffuser d'informations sur le coronavirus. C'est sur cette information que se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée en compagnie de nos programmes.